Bonsoir et merci à tous d'être là. Je reconnais quelques têtes qui ont déjà participé à la première séance. Donc pour ceux qui n'étaient pas là à la première séance, on est dans la deuxième partie d'un cycle qui a été sélectionné par le Collège Belgique sur le vieillissement. Et donc vous allez aujourd'hui avoir la chance d'avoir le professeur Peperzak qui va vous parler du problème auxquels sont confrontés les gériatres aujourd'hui avec l'augmentation de l'incidence des cancers et comment ils nous aident sur le terrain à prendre en charge ces patients pour la meilleure qualité de vie possible. Donc quelques mots sur le professeur Peperzak, beaucoup d'entre vous probablement le connaissent déjà. C'est un homme qui a commencé sa carrière comme interniste, donc il a terminé en tête de promotion médecine interne avec une orientation pour l'endocrinologie. Mais très vite, il a senti une passion et un intérêt particulier pour la gériatrie et il a dû aller faire son doctorat en nutrition et problèmes nutritionnels chez les patients âgés. Il a dû aller faire ça à la VUB parce qu'à l'ULB, ça n'existait pas. Et il faut bien dire que dans les années 90, la gériatrie n'était pas une discipline reconnue. Donc il a certainement le mérite avec sa thèse et toutes les mesures qu'il a prises depuis lors, en tout cas à l'ULB en Belgique, d'avoir imposé ce qu'on appelle la gériatrie académique. Donc aujourd'hui, la gériatrie est vraiment une spécialité à part entière. Et donc depuis les années 2000, il est un des pionniers. Il a généré des tas de vocations en gériatrie, ce qui n'est pourtant pas une spécialité qui a priori attire les jeunes. Et donc il va vous montrer comment il s'occupe avec beaucoup de chaleur de la qualité de vie des patients âgés. Il a, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une autre corde à son arc. C'est un grand musicien et il joue du clavecin et du violoncelle. Et vous aurez peut-être un jour l'occasion de l'écouter dans une suite de Bach. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amitié que je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour tous ces éloges. Maintenant, il faut que je sois à la hauteur de tout ça. Ça va être encore plus compliqué. Donc, merci beaucoup aussi pour cette invitation. Merci d'être là. Je vais en fait vous parler de mon métier au quotidien, de la gériatrie. Essayer de vous convaincre que c'est probablement un des plus beaux métiers du monde. Hein. Et pour commencer, en fait, si nous sommes là, c'est parce qu'en fait, les gens vieillissent sur notre planète. Et vous voyez ici, en bleu, ce sont les pays où il y a plus de 20% de personnes qui ont plus de 60 ans. Et donc c'est la vieille Europe, et vous savez que George Bush, quand on n'allait pas jouer à la guerre avec lui en Irak, avait un peu critiqué la vieille Europe et ses valeurs. Eh bien ce phénomène de vieillissement, il ne va pas être épargné parce que vous allez voir que ça touche finalement aussi maintenant les États-Unis. C'est une véritable pandémie, et d'ailleurs au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a maintenant des groupes qui se réunissent pour essayer de savoir comment on va gérer ce vieillissement, et notamment dans les pays émergents qui sont les moins préparés à accepter en fait cette évolution démographique. Alors, à quoi est dû ce vieillissement? Bien, les démographes appellent ça la transition démographique. C'est parce qu'en fait, on fait moins d'enfants et qu'on vit plus vieux. Et donc, c'est comme ça qu'on peut aussi exprimer ça sous forme de pyramide des âges. Je ne vais pas vous la remontrer parce que Dominique l'a montré lors de son exposé, mais qui fait que la pyramide n'est plus une pyramide, mais une cloche, parce que les baby-boomers des années 60 deviennent des papy-boomers, et donc il y a de plus en plus de personnes âgées dans notre société. Alors, c'est dit ainsi pour vous montrer d'abord, je vous explique ce que c'est. En ordonnée, vous voyez en fait le pourcentage des gens qui sont encore en vie, et en abscisse, vous voyez l'âge de 0 à 100 ans. Et puis, vous voyez en fait une courbe rectangulaire qui est en rouge, et qui reflète la longévité de l'espèce animale humaine que nous sommes. Nous sommes ici, dans cet auditoire, tous programmés pour vivre à peu près 100 ans. Il y a des exceptions comme Jeanne Calment. Ce vieillissement-là, on l'appelle le vieillissement endogène. Il est en partie régulé par nos gènes. Il y a de 1 à 3% de notre patrimoine chromosomique qui détermine ce vieillissement. Et avant les années 60, on pensait que quand on mettait des cellules humaines, des fibroblastes en culture, et tant qu'on leur donnait des acides aminés, du sucre et tout ce qu'il fallait pour proliférer, ils allaient proliférer.
Et puis, dans la culture des gériatres, c'est Leonard Hayflick qui, dans les années 60, a montré que finalement, les cellules étaient programmées pour vivre un certain nombre de réplications. C'est l'hypothèse de la sénescence réplicative. Et pour un fibroblaste, par exemple, il va se diviser une cinquantaine de fois et puis mourir dans une forme de suicide cellulaire programmé qui est l'apoptose. Dominique en a parlé lors de sa conférence également. Il y a des cellules, en gros c'est lié aussi au raccourcissement des télomères, qui sont ces extrémités des chromosomes. On perd ces extrémités à chaque duplication de cellules. Et les cellules qui n'ont pas ces phénomènes sont des cellules soit germinales, soit éventuellement des cellules cancéreuses. C'était une des hypothèses que Dominique Bron a évoquées. Donc, chaque espèce animale a sa longévité. Ça, c'est le concept de longévité. Vous savez que, par exemple, un chihuahua, ça vit 20 ans, un Saint-Bernard, ça vit 7 ans en moyenne. Et dans la nature, et c'est un domaine passionnant, je n'ai pas le temps de vous en parler, c'est ce qu'on appelle la biogérontologie. Il y a des exemples d'espèces animales qui vivent avec des longévités très différentes. Il reste actuellement un débat, est-ce que vraiment on est en train d'augmenter la longévité de l'espèce animale humaine? Probablement que non. Il y a une autre forme de vieillissement, et on dit d'ailleurs que le vieillissement est un processus différentiel, parce qu'il y a aussi des vieillissements exogènes qui sont liés à notre mode de vie, à l'apparition de toute série de maladies chroniques dont le facteur de risque premier est l'âge, on en reparlera. Alors, à côté de cette courbe rectangulaire, vous voyez qu'il y a d'autres courbes, et ça, c'est en fait les courbes d'espérance de vie à la fin du 19e siècle. Vous voyez qu'avant l'âge de 10 ans, il y avait déjà plus de 20% de la population qui était morte. Rappelez-vous, Émile Zola, cette révolution industrielle avec un niveau socio-sanitaire extrêmement bas, avec une mortalité infantile qui était très bonne. Et puis, vous voyez que cette courbe qui était en fait sigmoïdienne, au cours du processus, avec les années qui passent, devient de moins en moins sigmoïdienne et commence à se rapprocher de la longévité. C'est ce qu'on appelle la rectangularisation, enfin c'est ce que les anglo-saxons appellent de l'espérance de vie. Et les médecins disent, ouais, ça c'est grâce à nous, hein. Donc c'est en partie vrai, c'est probablement lié au fait qu'il y a eu des vaccinations, qu'on a découvert l'asepsie et des choses comme cela, mais c'est aussi lié à l'amélioration du statut socio-sanitaire de nos populations aux standards de vie. Alors, ça pose un problème en termes d'évolution. Vous savez que si on croit Darwin, et il faut bien entendu le croire, mais pour une espèce animale humaine, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vivre beaucoup plus vieux que l'âge de reproduction de l'espèce animale humaine. Donc, c'est une chose qui reste difficile à comprendre. Mais dans l'histoire de l'humanité, même s'il y a toujours eu des vieux dans l'histoire de l'humanité, au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire, c'est cette expansion en fait de l'espérance de vie à la naissance. En 1900, quand un homme naissait, son espérance de vie était de 40 ans. Maintenant, elle est de certainement plus de 75 ans dans les pays à haut standard de vie. Et on considère qu'en Belgique, actuellement, eh bien, quand une petite fille naît, 1 sur 2 sera centenaire. Donc ce graphique vous montre ce concept de longévité, ce concept d'espérance de vie. Évidemment, si l'espérance de vie devient tout à fait rectangulaire, que les gens vivent en très bonne santé et puis meurent en apoptose, moi j'aurais plus de travail, mais enfin je pense qu'on n'est pas encore là. Et l'autre concept que je voudrais introduire, après avoir introduit donc la transition démographique, après avoir introduit l'espérance de vie et la longévité, il y a une hypothèse qui est celle de la compression de la morbidité. Et cette hypothèse a été émise, je pensais que j'avais ici, mais ça n'est rien. Cette hypothèse a été émise par un Californien qui s'appelle Fries en 1978 dans un journal de médecine interne assez prestigieux qui est le New England Journal of Medicine. Et il a dit, mais au fond, si on parvenait à supprimer toutes les causes de vieillissement secondaire, donc toutes ces maladies qui apparaissent quand on vieillit, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension artérielle, les maladies neurodégénératives, eh bien chacun de nous pourrait vivre finalement très très vieux et sans être malade. Et c'était son hypothèse, parce que vous savez qu'en Belgique actuellement, ce sont des statistiques, il ne faut pas chaque fois se localiser, se positionner soi-même, mais quand une femme vit encore à la maison à 80 ans, en général elle a quand même des maladies chroniques. En Belgique, après 60 ans, 60% de la population a une hypertension artérielle. À 80 ans, 20% de la population est diabétique. Mais enfin, elle vit encore, elle est autonome à la maison, etc. Et en gros, elle va encore vivre 8 ans. 8 ans. Mais elle va vivre 4 ans bien et 4 ans grabataire.
dépendante, parce qu'on leur a fait un accident vasculaire cérébral, ou bien parce qu'on leur a fait une chute et qu'on n'avait jamais traité son ostéoporose, et que c'est quand quelqu'un à 80 ans fait une chute avec une fracture de hanche, il y en a une sur 3 qui est morte dans l'année. Et donc, ce Fries a dit, mais si on parvenait à continuer à traiter toutes ces maladies et à essayer de les prévenir, eh bien, elle pourrait vivre jusqu'à 88 ans bien, sans être dépendante. Alors, cette hypothèse, on n'a plus entendu parler de ce monsieur Fries, mais c'était assez séduisant. Et 18 ans après, il a publié avec son équipe le suivi d'une cohorte d'alumni, d'anciens étudiants d'université californienne. Ils ont l'avantage de se réunir tous les ans et en fait, ils se sont prêtés à une évaluation médicale tous les ans. Et dans cette population sélectionnée, on ne peut peut-être pas extrapoler ça à l'ensemble de la population, mais dans cette population sélectionnée, son hypothèse de la compression de la morbidité s'est confirmée dans un groupe de patients qui avaient 3 caractéristiques. D'une part, ils n'étaient pas obèses. D'autre part, ils n'étaient pas sédentaires. Ils avaient calculé le nombre de calories qu'ils dépensaient sous forme d'exercice physique par semaine. Et la troisième chose, c'est qu'ils ne fumaient pas. Et au fond, on retrouve là des facteurs de risque de beaucoup de maladies cardiovasculaires, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, mais aussi les maladies pulmonaires chroniques, etc. Et donc, dans cette population, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que souvent, les gens ont des images négatives de la gériatrie parce qu'on pense avant tout à des gens qui sont grabataires dans des maisons de repos. C'est une image un petit peu qui n'est pas tout à fait la réalité. Il n'y a que 8% des gens de plus de 65 ans en Belgique qui sont dans des maisons de retraite. Les autres, c'est des gens qui sont en train de manger des petits gâteaux sur la terrasse à Ostende ou sur la plage à Tenerife. Donc, il faut peut-être changer aussi sa vision de ce que c'est que le vieillissement. Mais ceux-là, c'est des vieillissements évidemment qui sont, on peut dire, éventuellement ratés. Alors, je suis vraiment ébloui par le soleil, là, mais voilà. Donc, je vais d'abord vous parler de choses, mais qui sont des généralités. Je ne vais pas vraiment insister là-dessus parce qu'en fait, Dominique Bron a parlé de ça. Mais vous savez que la majeure partie de toutes ces maladies chroniques qu'on rencontre dans les hôpitaux ont comme facteur de risque premier l'âge. Et c'est vrai aussi pour le cancer. Fort heureusement, on voit peu de cancer chez les gens jeunes. Et ici, vous voyez ces graphiques qui montrent en abscisse, vous voyez l'âge, le nombre de cancers, et vous voyez cette augmentation importante de cancers avec l'âge. Ce qui est important aussi, c'est que, et c'est un chiffre que Dominique avait cité aussi, ben finalement 60% de ces cancers apparaissent en général après l'âge de 65 ans. Et par exemple, le risque relatif pour faire un cancer colorectal après 65 ans est multiplié par 11, ce qui est assez préoccupant. Et donc, on est dans une situation, et l'oncogériatrie, l'hémato-oncogériatrie est aussi un problème éthique, un problème de société. Dans la littérature, vous savez que quand on a un cancer, on traite les gens avec des thérapies quand même assez lourdes, des chimiothérapies, et les firmes qui testaient les médicaments n'ont pas osé faire ça chez des gens très âgés, probablement par compassion. Mais c'est finalement une situation qui met à l'écart des patients. Donc ces patients, finalement, ne peuvent plus bénéficier de traitement. Or, le facteur de risque premier pour faire ces maladies, c'est l'âge. Et donc, on a de plus en plus de gens de 80 ans qui ont des maladies cancéreuses et on se pose encore des questions quant à la manière dont il faut les traiter. Et donc, cette espèce d'éthique compassionnelle fait que maintenant, on a plein de patients, on ne sait pas toujours très bien comment il faut les traiter. Et pourtant, donc dans la littérature, vous voyez ici, il s'agit en fait de patients qui ont des cancers de côlon, à qui on donne en plus de la chirurgie une chimiothérapie adjuvante, et vous voyez que les gens répondent tout aussi bien qu'ils aient plus de 70 ans ou moins de 70 ans. Et donc il y a là des a priori ou des préjugés qui font que les patients ne sont parfois pas traités parce qu'on pense qu'après 70 ans, il ne faut plus les traiter et on voit que finalement, ils peuvent en bénéficier. Donc c'est un problème éthique de ne pas leur proposer un traitement complet. Ici, d'autres études qui montrent que même quand on a des métastases, c'est-à-dire une maladie généralisée, l'âge n'est pas un facteur de risque par rapport à la survie ou la mortalité. Et dans l'autre étude ici, ce qu'ils ont montré, donc sur une grosse étude, c'est que finalement le déterminant de la mortalité, c'est la perte de poids. D'ailleurs, aux États-Unis, vous savez qu'on fait du ranking d'hôpitaux, hein, on met les hôpitaux, et il y a un hôpital que personne ne connaît près de Boston, mais qui est toujours dans les 10 premiers hôpitaux parce qu'ils ont des très bons résultats. Et cet hôpital ne fait qu'une chose, c'est de la chirurgie digestive programmée. Donc ils opèrent des cancers du côlon.
Mais avant que le patient soit admis pour l'opération, ils font une intervention nutritionnelle. Ils n'opèrent pas les gens qui ont perdu du poids. Ils leur font gagner du poids. On sait bien que la dénutrition est un facteur de risque d'infection, de déhiscence de plis opératoires, etc. Et donc c'est un hôpital peu connu, mais qui reste un des meilleurs hôpitaux, parce que plutôt que de se dire parce qu'il est assez âgé, on ne va pas l'opérer, on l'opère, mais s'il perd du poids, on va d'abord faire une stratégie nutritionnelle avant de proposer cette intervention. Alors, toutes les semaines, j'ai comme ça des patients ou des familles qui sont un peu gênés parce que voilà qu'ils arrivent en gériatrie. Et alors, il faut leur expliquer pourquoi ils sont en gériatrie. Donc ça, c'est toujours cette connotation un peu négative de la gériatrie. Et quand on regarde en fait dans la littérature, on sait bien que dans la population âgée, il y a des patients gériatriques et il y a des patients âgés. Donc le vieillissement, c'est un processus différentiel. Vous voyez ici Paul Newman. Celui-là, c'est un exemple de vieillissement réussi, en tout cas jusqu'à cet âge-là, parce qu'après, il a aussi des problèmes. Et si je vous parle de ça, c'est que un des concepts qui est important en gériatrie, c'est le concept de la fragilité. Et les gériatres s'occupent de gens qui ont des troubles fonctionnels. Ils commencent à marcher moins bien, ils font des chutes, ils commencent à avoir des troubles cognitifs, parfois ils ont des troubles de continence, etc. Et si vous mettez en fait en ordonnée ici la fonction, par exemple la capacité de marcher sans tomber, et vous voyez en abscisse l'âge, on sait qu'il y a un processus de vieillissement normal qui fait qu'on va marcher moins vite, on a un peu moins d'équilibre. Et il y a le professeur Portmans ici qui connaît ça bien, ça a été bien étudié aussi. On sait que le processus de vieillissement peut altérer la coordination des muscles, agonistes, antagonistes, il y a toute une série de publications là-dessus, c'est très intéressant. Mais vous voyez ici sur ce graphique, il y a ici en pointillé le seuil au-delà duquel le patient va tomber. Et vous voyez que finalement le vieillissement normal ne fait pas chuter les gens. Le vieillissement normal ne donne pas de troubles cognitifs significatifs, le vieillissement normal ne donne pas d'incontinence. Si vous banalisez tous ces symptômes, alors c'est une maltraitance organisée parce que ce n'est pas le vieillissement qui fait ça. Le vieillissement apporte évidemment toute une série de maladies chroniques, je vous les ai citées, l'hypertension artérielle, les troubles cognitifs, etc. Une maladie de Parkinson, une ostéoporose. Et ça, c'est la deuxième pente. Et là, on voit qu'on s'approche encore un peu plus de ce seuil et ça devient dangereux. Et puis, bien souvent, quand on essaye de comprendre pourquoi cette personne chute, pourquoi elle devient incontinente, pourquoi il y a des troubles cognitifs, il y a des facteurs précipitants. Et ça, c'est la troisième colonne. C'est la règle du 1 plus 2 plus 3 qui a été proposée par Jean-Pierre Bouchon, qui est un gériatre parisien qui a maintenant plus de 90 ans. Et si je vous montre ce graphique, c'est une manière, en fait, de parler aussi de ce qu'on appelle le concept de fragilité pour les gériatres. Il se fait que pour les oncologues, c'est encore autre chose. Mais vous voyez qu'au-delà du seuil, quand ils tombent avec leurs fractures, ça c'est disability, c'est des gens qui ont des incapacités. Après une fracture de hanche, il n'y a que 40 à 70% des gens qui vont retrouver leur autonomie préalable à la fracture. Et là, on arrive un peu tard. Mais souvent, c'est des gens qui, depuis 2-3 ans, font des chutes à la maison et on attribue ça au vieillissement normal alors que ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être quelqu'un qui a un vieillissement normal, puis qui a une maladie de Parkinson, et puis on lui donne une benzodiazépine le soir qui fait chuter la tension, il tombe pendant la nuit, il se casse la hanche. Et ce qui nous intéresse en gériatrie, évidemment, il faut assumer ces patients-là. Ceux-là, c'est des vieillissements ratés. Mais ce qu'on développe beaucoup en gériatrie maintenant, c'est d'essayer de reconnaître la fragilité. Et ça sera vrai aussi pour des patients avec des cancers, bien entendu, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra probablement intervenir et ne pas arriver trop tard. Le nombre de patients chez qui on aurait pu prévenir, revoir le traitement médicamenteux depuis plusieurs années, avant qu'ils viennent avec leur fracture, c'est assez édifiant. Vous avez compris en fait que le concept de fragilité, c'est en fait une combinaison de cette règle 1 plus 2 plus 3. Et ce n'est pas vraiment une maladie en soi. Et ce concept est un état. Et d'ailleurs, je cherchais un crayon parce qu'une manière de... Il y a un problème de sonore ? On essaie de vous aider. C'est un crayon que je cherche. Ah oui, je cherche un crayon. Ah, c'est gentil. Voilà. Mais... Oui, j'en avais pris un avec moi, mais ça n'est rien. Donc ici, quand je dépose ce crayon ici, vous pensez qu'il est fragile. Et puis, mais je vais le faire comme ça. Et puis, ici, vous pensez qu'il est fragile. Et puis ici, il devient vraiment fragile. Le problème, c'est que souvent, les gens viennent à l'hôpital quand ici, il est tombé. Donc, notre souhait, c'est d'essayer d'avoir des échelles pour essayer de reconnaître la fragilité et faire finalement de la prévention. Merci pour le crayon.
Alors, la gériatrie, il y a beaucoup de femmes en gériatrie et je ne m'en plains pas. Et il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la médecine factuelle, de l'evidence-based medicine. Vous connaissez le concept, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en médecine doit être montré par des preuves que c'est efficace. Et il y a une dame qui s'appelle Linda Fried qui s'est dit, on va essayer de trouver un phénotype de la fragilité pour pouvoir reconnaître les gens fragiles. Et Linda Fried a fait cela, et elle a dit que finalement, les gens fragiles, qui risquaient finalement d'avoir le sort du crayon quand ils tombent, mais c'est vrai pour toutes les fonctions, qu'elles soient immunitaires ou la lutte contre le cancer, enfin des choses comme ça, eh bien, un des aspects qui doit attirer l'attention, c'est la perte de poids non intentionnelle. C'est aussi des gens qui se parlent toujours d'épuisement. Ce sont des gens aussi qui diminuent en fait leur force musculaire. C'est des gens qui, si vous voyez votre grand-mère qui marche de plus en plus lentement et qui finalement ne va plus à ses activités de la commune l'après-midi, qui reste chez elle, etc. Ça fait partie du phénotype de la fragilité. Et Linda Fried l'a validé, l'a validé en termes de survie. Et donc, je crois que j'ai le graphique, mais je ne le vois pas ici. Elle a simplement regardé aussi où on était fragile. Donc, la fragilité, c'est quand on avait les 5 critères, et puis les pré-frais, l'intermédiaire, c'est les 3 critères. Et manifestement, l'âge apporte une incidence, une prévalence plus importante de fragilité. Vous voyez que c'est surtout après 85 ans que les gens sont fragiles, mais ça commence déjà avant. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la fragilité est potentiellement réversible et vous pouvez très bien passer d'un stade à l'autre. Vous savez que des myélomes multiples, parfois à 80 ans, on hésite à les opérer, à les traiter, pas les opérer, mais on peut très bien imaginer que si ce patient est très très fragile parce qu'il a beaucoup maigri, on fait une intervention nutritionnelle, souvent la chimio apporte des polyneuropathies, donc on fait une intervention kiné pour essayer d'éviter les chutes, augmenter la proprioception, des choses comme ça, et donc on peut passer d'un état fragile à un état fit, plus robuste. Et c'est une manière aussi alors de ne pas récuser des patients pour des traitements qui sont finalement efficaces et où l'âge n'intervient pas nécessairement. Et ceci, oui, pour vous dire qu'elle avait, je retrouve la DIA ici, montré qu'en fonction que vous ayez 3 ou 5 critères, on voit bien que c'est une manière de conditionner votre avenir et que les gens qui ont les 5 critères sont des gens qui vont mourir plus vite, peut-être parce qu'ils vont tomber, se casser la hanche et des choses comme ça. Alors, ces patients qui arrivent en salle de gériatrie, parfois ils sont un peu choqués de se retrouver en gériatrie, alors il faut essayer de savoir pourquoi. Et ici, j'ai repris la définition du patient gériatrique. Cette définition, je vais la détailler plus loin, mais vous remarquez que sur la DIA, l'âge n'apparaît pas. Même si bien souvent le patient gériatrique, c'est l'expression de la fragilité, vous avez vu que c'est des gens qui ont en général plus de 75 ans. Une des caractéristiques, c'est qu'ils ont des systèmes d'homéostasie précaires. Alors l'homéostasie, c'est un jargon médical. C'est quoi? C'est l'ensemble des systèmes qu'un organisme met en œuvre pour lutter contre un déséquilibre. Par exemple, les personnes âgées gériatriques ont défrayé la chronique pendant la canicule de 2003 parce qu'en fait, le système d'homéostasie hydrominérale est altéré. Et par exemple, les patients âgés ressentent moins la soif. Mais c'est des patients gériatriques et surtout s'ils sont en plus déments. Ils ont souvent une présentation atypique des maladies. Vous savez qu'on enseigne aux médecins, aux étudiants en médecine que la pneumonie, c'est la triade toute température et dyspnée. En gériatrie, cette triade n'est présente que dans 50% des cas. Et on peut très bien faire une pneumonie. Le patient vient pour altération de l'état général, confusion. Il n'a pas de température et si on ne fait pas attention et qu'on ne met pas son stéthoscope dans les bases pulmonaires, on ne voit pas qu'il a une pneumonie d'aspiration, par exemple. Ça apporte bien entendu une fragilité supplémentaires. Et puis, bien souvent, ils ont de multiples pathologies. Dans la salle où je travaille, les patients entre 6 et 10 diagnostiquent dans leurs journaliers médicaux de maladies chroniques. 20% sont diabétiques, 60% sont hypertendus, etc. Et puis, parfois, ces patients viennent aussi pour des événements majeurs de leur vie avec une association une intrication de problèmes somatiques, psychologiques et sociaux. Et puis, ils ont aussi beaucoup de problèmes qui sont liés aux médicaments. D'ailleurs, il y a une boutade qui dit « la gériatrie, c'est facile, il suffit d'arrêter les médicaments, les gens vont mieux ». Il y a du vrai. Il y a aussi des médicaments qu'on oublie de mettre en gériatrie, notamment dans la prévention de l'ostéoporose, dans la défaillance cardiaque, etc. On considère que 20 à 30% des admissions des gens de 80 ans en urgence à l'hôpital sont liées aux médicaments, aux effets secondaires, à la méconnaissance de la pharmacocinétique qui est perturbée, aux interactions médicamenteuses, etc.
Alors, quand on voit ces caractéristiques de patients qui sont polypathologiques avec des problèmes sociaux, etc., on peut se poser la question de savoir, mais comment on peut gérer cette complexité. Vous savez que dans les années 60, dans les hôpitaux, on a développé des services pour les organes. Pour le cœur, c'est la cardiologie. Pour les articulations, c'est la rhumatologie. Pour les poumons, c'est la pneumo. Oui, mais des patients gériatriques, ils ont un peu de tout. Et donc, je ne critique pas ces salles qui ont fait faire de grands progrès à la médecine, progrès d'ailleurs surtout technologiques, et on est content de les avoir. Quand j'ai quelqu'un chez qui on veut mettre un stent coronaire parce qu'on estime qu'il va tirer des bénéfices de ça, on est content d'avoir ces salles d'organes qui mettent des stents coronaires à nos patients, même à 85 ans. Mais comment gérer ça? Eh bien, la solution, c'est en tout cas ce qui est présenté dans la littérature et qui a fait ses preuves dans une méta-analyse d'Andreas Stuck, qui est un Zurichois qui a été travaillé en Californie pour faire ces méta-analyses, c'est le concept de Comprehensive Geriatric Assessment, qui est traduit en France par évaluation gérontologique standardisée et en Belgique par l'évaluation gériatrique globale. Et ça sous-tend une approche médicale, et ça c'est une chose qui est complexe, et c'est pour ça que je revendique le fait que les gériatres doivent avoir des connaissances en médecine interne étendues. Donc la gériatrie en Belgique, donc c'est 7 ans de médecine et 6 ans de spécialité de gériatrie en plus. Et parce qu'en fait, même moi qui ai une expérience, c'est parfois difficile d'hiérarchiser tous ces diagnostics. Il faut se poser la question, mais quelle est la maladie que maintenant il fait qu'il vient à l'hôpital et qu'on pense qu'il ne pourra plus retourner à la maison? Si vous faites un bilan exhaustif des 6 à 10 maladies de ce patient, alors il reste 3 mois à l'hôpital et il ne sort plus de l'hôpital. Donc ça, c'est une des difficultés, c'est de hiérarchiser les problèmes. C'est vrai aussi quand un patient, dans tous ces problèmes, a aussi un cancer. Et je vous montrerai les questions qu'il faudra se poser par rapport à ça. Alors, cette évaluation est à la fois médicale, mais aussi psychosociale, puisqu'il y a beaucoup de patients qui viennent avec des problèmes psychologiques ou des problèmes sociaux. Fonctionnelle, les gériatres réfléchissent en termes d'impact fonctionnel des maladies, mais plutôt de compter tout ce qui ne va pas. Ils sont un peu comme des revalidateurs, ils doivent regarder toutes les ressources du patient. La gériatrie, c'est une médecine interne complexe adaptée à la fragilité des patients âgés dans le but de les réinsérer socialement. Ça, c'est le but de la gériatrie. Et donc, ne pas compter ce qui ne va pas, mais compter ce qui va bien. Un revalidateur, quand il va voir un patient hémiplégique, il ne va pas voir le côté hémiplégique, il va voir le côté sain, parce que c'est avec ça qu'il va commencer au début à essayer de remettre le patient sur pied. Et puis, on s'intéresse aussi à l'environnement, et donc ça nécessite une équipe qui est une équipe pluridisciplinaire. Et en Belgique, le service de gériatrie, on a un 10 particulier qui permet d'avoir un budget qui permet de payer d'autres professionnels de la santé que des médecins, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des assistants sociaux, des psychologues, des neuropsychologues, etc. Alors, le pape de la gériatrie, si on peut parler de cela, c'est en fait Larry Rubinstein, qu'on a une fois l'occasion d'inviter à la Société de gériatrie, et qui en 84, donc il y a plus d'un quart de siècle, a validé en fait la prise en charge gériatrique. Je vous montrerai des études aussi chez les patients cancéreux. Et c'est une étude où il a tiré au sort des patients pour aller soit dans une salle d'organes, soit en gériatrie. Et puis, il a compté les coûts, et donc au niveau de la mortalité. Donc, c'est des gens âgés, en moyenne plus de 80 ans. Et vous voyez en fait qu'il y a 24% de mortalité quand le patient est passé en gériatrie. Et s'il passe dans une salle d'organes, c'est le double, 48%. Probablement qu'on a oublié ou scotomisé toute une série de problèmes. On a peut-être bien traité son endorinstate, mais on n'a pas traité son ostéoporose, on n'a pas fait de la prévention de chute, etc. Vous voyez aussi que c'est une manière d'éviter de les envoyer dans des nursing homes. NH, c'est nursing home. Donc la gériatrie, ce n'est pas placer les gens, c'est au contraire voir quelles sont leurs ressources pour les renvoyer à la maison. On voit aussi que ça diminue les réhospitalisations, et d'ailleurs c'est le ministre Dehaene qui a poussé la gériatrie en Belgique parce qu'il se rendait compte qu'il y avait plein de patients qui venaient 4-5 fois à l'hôpital. Évidemment, si on vient pour un problème dans une salle d'organes, mais qu'il y a encore 5 autres problèmes qui n'ont pas été vus, il va faire le tour de tout l'hôpital pendant 1 an. Et donc, aller en gériatrie, c'est aussi diminuer le taux de réhospitalisation. Donc, ça a un impact au niveau de la sécurité sociale aussi. Ce n'est pas le meilleur argument, mais vous savez que l'hôpital, ça peut être dangereux pour des gens âgés. Ça diminue les coûts. Et leur ADL, c'est Activities of Daily Living, ça augmente la fonction. Les patients continuent à rester en forme. Et d'ailleurs, en gériatrie, tout ce que le patient sait faire, il faut continuer à inciter qu'il le fasse encore. Parfois, les familles sont un petit peu vindicatives parce que, ah, vous n'avez pas fait la toilette de mon papa, ils considèrent que comme il paye l'hôtellerie, on doit le faire.
Mais s'il reste 15 jours à l'hôpital et qu'on fait sa toilette à sa place, il est à un âge où il va perdre cette fonction. Et bien souvent, les gens viennent à l'hôpital avec un trouble fonctionnel, et après 15 jours, ils sortent avec 5 troubles fonctionnels. Donc ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, il y avait une échelle de Philadelphie, Morale, là, qui était une échelle de qualité de vie, qui montrait que finalement, ça correspondait plus à la qualité de vie des patients. Donc, ce n'est pas un drame d'arriver en gériatrie si on a des caractéristiques gériatriques telles que je vous les ai définies. Alors, il y a plusieurs modèles de Comprehensive Geriatric Assessment. Donc, essentiellement, les premiers validés, c'était des salles d'hospitalisation, mais maintenant, vous savez qu'il y a un programme de soins pour le patient gériatrique dans les hôpitaux, où il y a une équipe de liaison qui va voir des patients en dehors de la gériatrie, en orthopédie, en oncologie, etc. Il y a un hôpital de jour, il y a des consultations de gériatrie. Et d'ailleurs, si Dominique m'a invité ici aussi, c'est parce que le programme oncologique et le programme gériatrique se rencontrent. Et d'ailleurs, dans le plan du programme oncologique, dans le plan 24, il y a eu cette volonté d'essayer d'associer les gériatres aux hématologues et aux oncologues. La polypathologie, ben voilà, j'en ai déjà parlé, vous voyez qu'elle est importante, et comme on a beaucoup de pathologies, on a aussi beaucoup de médicaments. Ceci, c'est une étude qu'on avait faite qui vous montre que dans une salle de gériatrie, plus de 2 tiers des gens ont des problèmes cardiaques. Donc, si vous regardez les électrocardiogrammes dans une salle de gériatrie, 2 tiers des gens ont des électrocardiogrammes altérés, ils ont déjà fait des infarctus, etc. Vous voyez, 40% sont infectés, la moitié sont hypertendus, etc. Donc ça, c'est ça qu'il faut gérer au quotidien dans une salle de gériatrie. Et ça a été fait aussi, ces évaluations de la comorbidité dans des études, ici plusieurs études d'oncologie. On retrouve des équipes qui sont connues et on voit que les gens qui ont plus qu'une comorbidité, ben c'est 57%, 41%. Donc ça, c'est des choses qui existent. Quand quelqu'un a un cancer, c'est souvent quelqu'un d'âgé, donc il n'a pas qu'un cancer, il a une comorbidité. C'est important de pouvoir la reconnaître et la gérer, puisque c'est souvent ça qui peut aussi déterminer la survie du patient ou sa survie fonctionnelle, plus que le cancer, et donc il faudra savoir l'évaluer. Ici, la dia est peut-être illisible pour vous, mais c'est la même chose. Il vous montre en fait que ces patients cancéreux ont des atteintes fonctionnelles en termes de ADL, donc Activity of Daily Living, aussi en termes d'activité instrumentale de la vie quotidienne. Quand on évalue les patients en gériatrie, on fait des échelles de CATS pour les activités de base, savoir s'il peut faire sa toilette, etc. Mais aussi des activités instrumentales par une échelle de Lawton qui essaye de voir si le patient sait se préparer à manger, si le patient sait gérer ses factures, gérer ses médicaments, etc. Dominique Bron vous en dit comme c'était important aussi, quand on met quelqu'un sous chimiothérapie, il faut voir quelles sont ses ressources à domicile pour pouvoir gérer son traitement, qui sont des traitements qui peuvent être dangereux si on ne les suit pas bien. Ici aussi, simplement, c'est le même genre de graphique. Vous voyez que ça monte avec l'âge, il y a de plus en plus de morbidité. Et quand on les compte, vous voyez qu'à 80 ans, là, il y a 5 maladies différentes à peu près, mais ça peut monter à 85 ans au maximum jusqu'à 10 maladies différentes. Donc il faut gérer ça si on s'occupe de patients âgés avec une maladie cancéreuse ou hématologique. Je vais passer ça. Donc il y a des échelles, mais ici c'est une conférence un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans les études, on utilise des échelles, soit l'échelle de Charleston qui a été validée en termes de survie, soit une échelle qui est une échelle plus gériatrique pour scorer à la fois le nombre de maladies, mais la sévérité des maladies, c'est l'illustration ici. Alors cette évaluation gériatrique, ça commence, ça vous voyez ici à gauche tous les domaines qu'il faut évaluer quand on a affaire à quelqu'un d'âgé, et a fortiori s'il a une maladie de type cancer. La première chose que j'enseigne aux étudiants, c'est que si leur grand-mère ne va pas bien, la première chose qu'il faut voir, c'est les médicaments. Les médicaments que le médecin croit qu'il a prescrits, mais aussi les médicaments qu'elle prend toute seule. Un tiers des médicaments que prennent les personnes âgées, on n'est pas au courant. Ils prennent des médicaments parce qu'ils ont été dit qu'ils avaient mal au dos à leur épicier, qui dit que leur belle-mère prend tel médicament, puis un jour ils ont pris ça, mais nous on n'est pas au courant. Donc il faut vraiment être un Sherlock Holmes parce que, je vous ai dit, beaucoup d'admissions sont motivées en fait par des médicaments qui sont inadaptés. Il y avait une étude qui avait été faite au collège de gériatrie qui vous montre ici l'histogramme de fréquence. En moyenne, ils ont 6 à 7 médicaments en arrivant, donc ils prennent plusieurs tablettes par jour dans les services de gériatrie. Ceci, c'est aussi des caractéristiques gériatriques au niveau de la composition corporelle, des organes émonctoires des médicaments, qui expliquent le fait qu'il y a beaucoup de complications qu'on dit iatrogènes. Iatros, c'est généré par le médecin.
beaucoup de complications liées au fait que le médecin parfois évalue mal la fonction rénale, et la majeure partie des médicaments qu'on administre sont éliminés par le rein, et on sait qu'en vieillissant, Dominique en a parlé aussi, la fonction rénale diminue. À côté des médicaments, ce qu'on regarde, c'est le statut fonctionnel. Et donc, ce statut fonctionnel est important parce que c'est un vrai déterminant de la survie de ces patients. Ceci, c'est l'échelle de Katz qui reprend les activités de base et qui vous montre qu'à domicile, des gens de 78 ans en Belgique, c'est une étude qu'on avait dû faire pour voir s'il fallait développer une assurance dépendance comme en Flandre, à Bruxelles, on a fait ça avec le Centre universitaire de médecine générale de l'ULB. Vous voyez la dépendance, donc absente, c'est les colonnes du bas. Mais quand on s'occupe de salles de gériatrie, ben vous voyez que là, par exemple, il n'y a qu'une personne sur 3 qui est capable de se nourrir toute seule, même si on amène le plateau avec son assiette devant elle. Donc c'est un signe de fragilité. Et puis aussi, avant de les renvoyer à la maison, quand on fait des tours pluridisciplinaires une fois par semaine, on essaie de savoir qui va remplir le frigo et qu'est-ce qui va préparer la nourriture. Surtout si en plus c'est des diabétiques traités à l'insuline, parce que donner de l'insuline sans nourrir les gens, c'est tuer les gens. Et donc c'est important dans les services de gériatrie, au centre, il y a une cuisine. Et on essaie de voir quelles sont les ressources avant de sortir, on essaie de voir. Il n'est pas question de transformer cette population en assistés pour tout. Au contraire, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont continuer à faire. Mais c'est important de savoir qu'il faudra poser la question de savoir qui va faire les courses, qui va remplir le frigo, etc. Sinon, ils vont être réhospitalisés après 15 jours. Alors ici, pour vous dire l'importance des activités de la vie, des activités instrumentales de la vie quotidienne, il y a une échelle de vulnérabilité oncologique qui est la VES, qui a été validée en termes de risque de mortalité. Et donc c'est clair qu'il faut évaluer les patients en termes d'autonomie sur les fonctions. Alors sur le plan cognitif, il y a une des maladies qui augmente avec l'âge chez la maladie, ce sont les démences, qu'elles soient vasculaires ou dégénératives. On vit dans un monde où, en Belgique, dans les revues les plus récentes, on dit qu'à 80 ans, il y a 20% de déments, et à 85 ans, il y a 50% de déments. Et comme la population vieillit, on aura bientôt dans chaque famille une grand-mère démente, si on a la chance d'avoir des grand-mères qui vivent jusqu'à l'âge de 85 ans. C'est le cas de cette maladie d'Alzheimer. Donc on peut l'évaluer par un MMS, on en a parlé la fois passée, mais le MMS c'est une série de 30 questions, c'est juste une photographie d'état cognitif, mais ce n'est pas un test diagnostique. Mais s'il est altéré, il faut aller plus loin, c'est souvent des neuropsychologues qui font une évaluation qui peut durer 1h30 pour évaluer en fait les diverses parties de la mémoire. Et Dominique Broin a montré dans sa conférence que les altérations cognitives étaient aussi des déterminants de la survie de patients hématologiques. Il y a aussi des gens qui sont tristes et on avait l'occasion. Donc l'idée, c'est que dans la présentation atypique des maladies, souvent on dit que la génération des personnes âgées actuellement exprime mal leurs angoisses existentielles et qu'on passe à côté de la dépression. Il y a plusieurs explications à ça. On dit que les vieux messieurs maintenant, quand ils étaient jeunes, on leur disait qu'un garçon, ça ne pleurait pas. Il y a une autre hypothèse, c'est que quand ils étaient jeunes, les gens qui étaient vraiment des cas psychiatriques, ils étaient enfermés dans des asiles d'aliénés. Et donc c'est étonnant, mais ce diagnostic de dépression est presque une maladie honteuse. Et donc d'ailleurs, avant de dire à quelqu'un d'âgé, on va traiter votre dépression, le mot dépression, vous voyez qu'il y a un retrait, ils n'ont pas vraiment envie d'avoir une dépression, c'est comme avoir la syphilis, alors que les jeunes Américains parlent à tout le monde de leur psychanalyste, de leur psychiatre, etc., quand ils sont déprimés. Et donc c'est un argumentaire aussi pour rechercher les troubles dépressifs. Alors il y a une échelle, qui est la Geriatric Depression Scale, qui est utilisée en dépistage de la dépression. Et donc ça a été fait par un Américain qui s'appelle Yesevich et qui est validé, ça n'a plus que 5. Alors évidemment, quand on regarde ça, c'est une échelle d'auto-évaluation, mais il faut rester près de son patient. Il faut choisir le moment, parce que s'il vient d'arriver, qu'il a une perfusion d'oxygène dans le nez, et qu'on lui dit « pensez-vous que vous ne servez à rien dans l'état où vous êtes », il va penser que vous moquez de lui, donc il faut faire attention, mais ce n'est pas inintéressant. On a fait une petite étude ici qui montrait qu'on avait la moitié des gens à risque de dépression dans un service de gériatrie, et on avait été voir aussi les médicaments qu'ils prenaient, et on voyait finalement que dans le groupe déprimé, donc c'est les GDS supérieurs à 5 ici, 60% de ces gens déprimés recevaient des benzodiazépines. Les benzodiazépines, ce sont ces calmants que les gens prennent, comme le Xanax, le Temesta, le Loramet, ou alors des benzolecs comme le Zolpidem, le Stilnox, etc. Et au fond, c'est étonnant parce qu'on voyait que le vrai traitement d'une dépression, ce sont en général les inhibiteurs du recaptage à sérotonine, c'est ici.
Et il n'y avait en fait qu'une personne sur 3 qui était traitée. Donc le message, c'est que ces gens déprimés, il n'y en avait qu'une sur 3 qui était traitée, et il y en avait 2 sur 3 qui étaient maltraités parce qu'on leur donnait des benzodiazépines qui ne sont pas des antidépresseurs et qui peuvent même être dépressogènes. Quand je vous parlerai des problèmes fonctionnels, on sait aussi que les chutes sont en général générées par le benzodiazépine, parce que ça donne une myorelaxation, ça donne un relâchement du tonus musculaire, et ça donne aussi des hypotensions quand les gens se mettent debout. Et donc, au fond, quand quelqu'un vous réclame des benzodiazépines, eh bien, il faut se poser la question de savoir s'il n'est pas déprimé, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça traite, les benzodiazépines? L'anxiété et l'insomnie. Voilà 2 affects dépressifs. Ici, on a fait une étude, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour montrer que les jeunes assistants à qui on travaille, ils sont super performants pour reconnaître l'infarctus, l'embolie pulmonaire, la pneumonie, etc. Mais quand on leur demandait, vous pensez que la personne est déprimée, dans 40% des cas, ils disaient non alors qu'elle était déprimée. Donc c'était un argumentaire pour refaire des geriatric depression scale à ces patients pour ne pas passer à côté de quelque chose qui est une maladie qui affecte gravement la qualité de vie des gens. Et ici, j'ai trouvé une étude oncologique qui montrait également la prévalence de la dépression chez ces patients oncologiques. Quels sont les médicaments les bons médicaments pour la dépression? Ah oui. En général, c'est la gamme des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine. De la capture de la sérotonine. Et je peux vous donner ce qui est les moins mauvais en gériatrie. Mais je peux vous parler de ça tout à l'heure. Il faut s'intéresser à la situation sociale. Ceci, c'est une étude qu'on avait faite avec une échelle Socios. En gros, une personne sur 2, quand elle arrive à l'hôpital en gériatrie, a besoin d'une intervention sociale. Et c'est clair que c'est un gros travail qu'il faut anticiper dès l'admission, parce que sinon les gens resteront longtemps à l'hôpital. Et pour les patients oncologiques aussi, bien entendu, s'ils vivent à la maison, il faut connaître leur situation et voir un petit peu ce qu'on peut aménager. Donc une personne sur 2 a besoin d'une intervention d'un assistant social. S'intéresser à leur environnement, ça c'est le rôle des ergothérapeutes. S'intéresser à leur nutrition. Donc on utilise en gériatrie 2 grandes échelles qui essayent d'être implémentées, mais qui devraient l'être aussi chez des patients oncologiques, puisque la perte de poids est un déterminant finalement de la mortalité. Et donc c'est une série de 18 questions, ça prend 10 minutes, c'est pas difficile, il ne faut pas être diététicien, il faut une balance, et en fonction des points, on évalue le risque ou de dénutrition ou dénutrition. Et ici, on a fait ça avec le collège de gériatrie, donc au niveau des services de gériatrie du Royaume, et on montre que dans les services de gériatrie, 2 tiers des patients sont à risque de dénutrition. Alors si c'est 18 questions, c'est trop lourd. Alors comme c'est une échelle néerlandophone, les francophones, les néerlandophones disaient nous on veut une autre échelle. On a pris la MUST, qui est la Malnutrition Universal Screening Tool. Et donc là c'est très simple. On fait un BMI, vous connaissez ça, on pèse les gens, on les mesure, c'est l'indice de Quetelet. On demande, et ça vous trouvez dans toutes les échelles d'évaluation du risque nutritionnel, est-ce que vous avez perdu du poids de manière non intentionnelle? Et on retrouve finalement aussi un des items de la fragilité de Linda Fried dans son phénotype. Et après, c'est est-ce que vous avez une maladie aiguë qui fait que vous mangez moins? Vous savez, quand vous faites une grosse grippe, en gros, vous avez une inflammation dans le sang et vos globules blancs sécrètent des cytokines. Et parmi ces cytokines, il y en a une qui est le TNF-alpha, qu'on appelait avant aussi la cachectine, et qui coupe l'appétit. Quand vous avez de la température et qu'une grippe, vous ne mangez pas. Alors souvent, les gens se trouvent trop gros, ils sont contents parce qu'ils ont un peu perdu. Mais si vous avez un cancer et un gros syndrome inflammatoire, vous ne mangez pas non plus. Et donc, en fonction de ça, je ne vais pas dans les détails, mais il y a des guidelines. Chez nous, dans les 3 jours, le diététicien colle des autocollants dans les journaliers des dossiers pour détecter cette dénutrition de manière extrêmement précoce, parce que la dénutrition, c'est grave, ça augmente la durée d'hospitalisation, parce que ça augmente les complications infectieuses, etc. Et on retrouve aussi 2 tiers des patients avec cette échelle-là qui est plus facile si vous voulez utiliser une échelle. De manière générale, chez des patients oncologiques ici, vous voyez qu'il y a une très bonne relation entre l'état nutritionnel et la survie, ou l'inverse quand il est mauvais avec la mortalité. Alors, en général, c'est pas tout dire que les gens sont dénutris, il faut se poser la question de savoir pourquoi ils sont dénutris. D'abord, ici, donc c'est un mnémonique qui a été proposé par John Morley, qui est un gériatre nutritionniste, et ça date déjà, mais dans ma salle, j'ai collé ça sur les chariots pour les assistants, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de manger dans une salle de gériatrie. Et donc, posez-vous la question pourquoi. Parfois, c'est les médicaments, et parfois, c'est parce qu'ils ont 10 tablettes à prendre au petit déjeuner, mais il y a plein de médicaments qui en soi ont des activités anorexigènes. La digoxine, les neuroleptiques, les SSRI, les antidépresseurs de type SSRI, les antagonistes calciques, enfin des médicaments couramment prescrits et qui fait que les gens mangent moins. Eux, c'est l'émotion, c'est la dépression. En fait,
On sait que un des premiers aspects de la dépression des patients âgés, c'est le refus alimentaire et le retrait social. Et donc, si une personne âgée arrête de manger, posez-vous la question de savoir si ce n'est pas parce qu'elle est déprimée, faites une GDS. L'anorexie, ça c'est souvent lié au syndrome inflammatoire et dans les cancers, elle peut être plus ou moins importante. Il y a aussi des situations de paranoïa sénile des patients, c'est des troubles psychocomportementaux qu'on observe dans la démence, des patients qui pensent qu'on veut les empoisonner, et donc ça il faut reconnaître aussi. Swallowing, c'est des problèmes de déglutition. Une personne sur deux en gériatrie a des troubles de déglutition, surtout au solide. C'est souvent le fait de maladies neurologiques, soit des démences. En fait, il y a, je crois, 27 muscles à coordonner pour déglutir, mais parfois aussi, c'est des parkinsoniens, des gens qui ont des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. Les problèmes aussi de la sphère orale, c'est important aussi quand les gens arrêtent de manger, qu'ils aient un cancer ou pas. Tous les 15 jours, on reçoit des gens qui sont transférés de maison de repos parce qu'ils ne mangent plus. Et en fait, il suffit d'ouvrir la bouche et ils ont une mycose. Et donc, ils ont une langue toute rouge ou bien ils ont du muguet, comme on dit, c'est une candidose. Il suffit de mettre un gel local et puis ils remettent à manger. Pensez-y, quand vous voyez parfois dans les hôpitaux, on met des suppléments alimentaires et puis on les voit s'accumuler sur la table de nuit. Mais parfois, ils ont une mycose et si en plus ils ont une maladie hématologique, ils ont parfois aussi une immunodépression qui favorise ça. Donc, des choses simples, ouvrir la bouche des gens pour rechercher ça. Parfois, c'est des prothèses dentaires inadaptées, etc. Le ON dans le L, c'est pour les problèmes financiers. Le W, c'est le Wandering Patient, ça c'est le dément qui est en errance. Ça fait partie des troubles psychocomportementaux de la démence. Et ce sont ces gens, vous voyez, marcher toute la journée, à faire les 100 pas. Et l'explication de leur dénutrition, c'est probablement que d'une part, ils dépensent 4000 calories par jour, que souvent ils ne sont pas là au niveau ils sont en train de se promener pendant les repas, donc ils ne mangent pas. Donc il faut une approche psychocomportementale, aller les chercher, les mettre autour d'une table avec d'autres personnes, etc. Le H, ça c'est les problèmes endocriniens, l'hypercalcémie, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, les problèmes à l'absorption, etc. Les gériatres n'aiment pas les régimes restrictifs, donc 2 tiers de nos patients sont dénutris, et donc il y a des régimes sans sel qui sont plus vraiment utiles. Ce patient n'a plus d'œdème, pas de signe de défaillance cardiaque. Et vous savez que manger sans sel, quand vous allez à Florence en été, c'est gai, le pain sans sel, mais bon, il y a du soleil et puis vous mettez du sel sur votre pain quand même. Mais si vous êtes dans une maison de repos et qu'on impose du pain sans sel, ce qui va se passer, c'est que vous ne mangez plus de pain, vous mangez plus ce qu'il y a sur le pain. C'est une cause de dénutrition. Et low cholesterol diets aussi, la moyenne du cholestérol total dans une salle de gériatrie est à 150 mg pour 100 ml. Donc ces gens, 10 ans avant, ont peut-être besoin de régime, mais pour le moment, c'est inutile. Et puis, il faut aussi se poser la question, avant de les faire sortir, de qui va savoir aller chercher la nourriture, etc. C'est des petites choses qui ont des grands effets. Charles Rapin, qui est un gériatre de Genève, qui est malheureusement décédé, a fait une étude où il a demandé aux demandeurs d'emploi de Genève d'aller voir les personnes âgées qui vivaient seules à Genève, de faire un MNA, qui est cette échelle d'évaluation du risque nutritionnel, et d'ouvrir la porte du frigo. Et il y avait une très bonne corrélation entre l'état nutritionnel de ces patients isolés et l'état du frigo. Donc si vous allez voir votre grand-mère, allez ouvrir le frigo de votre grand-mère, c'est une manière de faire un diagnostic. Les scénarios, c'était qu'il était vide ou bien il était plein d'aliments mais avec des poils dessus. Donc il faut savoir organiser ça et se poser la question quand on traite un myélome, de qui va remplir son frigo quand il rentre à la maison. C'est la frigothérapie, on appelle ça. Alors ici, il est clair que le BMI, vous savez que le Body Mass Index, dont j'en ai parlé, c'est en fait quelque chose qui avait été utilisé par les compagnies d'assurance vie américaines, non pas pour détecter la maigreur, mais pour détecter l'obésité. Parce qu'on sait bien que l'obésité est associée à une surmortalité, en grande partie d'origine cardiovasculaire, et donc ces gens ne payaient pas leur police d'assurance jusqu'à 65 ans. Et d'ailleurs, ils ont adapté alors les primes quand les gens étaient obèses. Mais c'est pour dire que cette échelle est surtout utilisée pour faire un diagnostic d'obésité. Et donc d'habitude, entre 20 et 24, ça c'est normal. Au-delà de 24, on est en surpoids. Au-delà de 30, on est obèse. Mais après 80 ans, c'est le contraire. Il vaut mieux avoir des plumes et avoir un BMI supérieur à 24, parce que sinon on a un risque de surmortalité aussi. La douleur est une urgence médicale qu'il faut savoir reconnaître aussi. L'American Geriatric Society propose un thermomètre de la douleur ou des échelles visionalogiques, mais à mettre de manière verticale, parce que pour une personne âgée, c'est plus logique que très mal, c'est en haut, et pas mal, c'est en bas. Et puis, on dit qu'il y a que 25% de ces patients gériatriques qui savent utiliser ce concept, et donc il y a des échelles comportementales qui évidemment sont très peu spécifiques mais très sensibles et qui en fonction du comportement du patient
pendant la toilette, pendant les grimaces. Ce sont des échelles dédicacées aux infirmières. Chez nous, ils utilisent la DOLE+, une échelle qui a été validée par l'OMS, et pour essayer de voir si ce patient n'est pas en souffrance. Alors il faut évidemment traiter le patient et refaire l'échelle pour voir si ça s'améliore, parce que sinon on n'a plus une spécificité. Au niveau du collège de gériatrie, une échelle plus simple que la DOLE+, on a essayé d'implémenter une échelle hollandaise, qui est une échelle des indicateurs non verbaux de la douleur de Felt, qui est une hollandaise. Je ne vais pas passer là-dessus. Alors, on peut aussi se poser la question quand on voit ça, donc on se rend compte que tout ceci est l'expression d'une fragilité importante de ces patients. Alors, il y a un programme oncogériatrique qui se développe, mais qui est dédicacé finalement essentiellement à des patients ceux qui ont un vieillissement harmonieux, qui font encore du kayak, là, ça, c'est pas vraiment pour les gériatres, c'est l'oncologie de la personne âgée. Pour les gériatres, c'est plutôt des patients qui deviennent pathologiques et se dire, est-ce qu'on ne peut quand même pas leur proposer un traitement si on pouvait faire marche arrière par rapport à cette fragilité qui s'avance. Et donc la base rationnelle est reprise ici. Et si vous voyez en fait la ligne orange et la ligne bleue, donc ce sont des gens qui ont soit été suivis pendant 30 jours par une équipe de gériatrie ou pas, eh bien on voit que la gériatrie améliore la situation. Et donc vous voyez que la survie est meilleure si on a tenu compte de tous ces aspects gériatriques, la dépendance, la dénutrition, la dépression, la complexité sociale, etc. Bien, on améliore la survie de ces patients alors que le traitement oncologique est identique. Et donc il y a des recommandations au niveau de société, notamment Hans Williers, qui est un des pionniers avec Dominique Bron en Belgique pour développer cela, qui dit qu'il faut faire une évaluation gériatrique globale chez ces patients. Et alors vous voyez les échelles qu'ils peuvent utiliser, le centre Léon Bérard, je crois que c'est à Lyon, des centres américains. Vous voyez que chaque fois, les domaines sont sur la ligne de gauche, ce sont des domaines gériatriques. Il faut évaluer la fonction du patient, sa comorbidité, les aspects psychologiques, sociaux, la nutrition, les médicaments. Donc c'est une démarche supplémentaire. Et ici, des études qui montrent que de plus en plus, on détecte des problèmes qui n'étaient pas identifiés. Si on ne fait pas d'évaluation génétique globale, on passe à côté, puis on traite les gens, et puis c'est un peu trop tard parce qu'on aurait dû prévenir certaines choses. Ça, c'est l'autre programme, le programme de l'URPC. Chaque fois, vous voyez ces échelles ADL, activité de la vie quotidienne, IADL, activité instrumentale, tout ça, ce sont des déterminants importants à reconnaître chez ces patients. Ici, d'autres programmes qui reprennent. Donc, c'est vraiment une prise en charge holistique et pas simplement du cancer ou d'une cellule malade qu'il faut faire pour ce type de patient. Ici, d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gériatres. Alors, on essaye d'avoir des évaluations minimales pour essayer de couvrir tout. Et ça, c'est une limitante en Belgique. Il y avait une question lors de la conférence de Dominique Bron sur faut-il opérer les gens ou pas. Parce qu'on avait proposé, je crois, une dame de 90 ans et on trouvait que c'était une maltraitance de ne pas l'opérer. C'est vrai qu'une partie de la réponse est de se dire qu'il y a aussi des interventions de confort. Si les gens, même en soins palliatifs, les obstructions, c'est très difficile à traiter pour que les gens ne meurent pas avec des vomissements fécaloïdes, etc. On peut le faire. Et ici, en fait, ils ont aussi montré que dans la décision opératoire, même chez des gens âgés, l'évaluation gériatrique globale pouvait aider et pouvait aussi nous aider à définir l'intensité des soins pour ce type de patient. Donc ça, c'est les résultats. Et ce qu'on voit, c'est essentiellement la dépendance fonctionnelle. Donc la question par rapport à la dame de 90 ans qu'on nous avait proposée la fois passée, c'est aussi de savoir quel est son état d'autonomie, de dépendance fonctionnelle. C'est ça qui, avec un indice de Karnofsky, qui était altéré. Donc on pourrait imaginer que CGA, c'est Comprehensive Geriatric Assessment, cette évaluation gériatrique globale pourrait aider à la décision thérapeutique. Alors comme on n'a pas assez de gériatres, on pourrait avoir des échelles de dépistage, les screening tools que j'ai entourés là en jaune. Et il y a toute une série d'échelles de dépistage que les gériatres ont développées pour essayer de faire du case finding, savoir qui sont les patients qu'il faut aller voir, parce qu'on ne sait pas aller voir tout le monde. Et il y a des échelles aussi qui sont plus ciblées par rapport au cancer. Le problème, c'est qu'un cancer n'est pas l'autre et que probablement qu'il faudrait une échelle de dépistage par type de cancer parce que tous les cancers ne présentent pas leur fragilité de la même manière. Certains maigrissent beaucoup, d'autres maigrissent moins, etc. Donc ça, je vais passer. Alors ici, quand on veut faire un screening de tous ces problèmes gériatriques, eh bien,
On peut utiliser, ça c'est ce qu'on avait défini au niveau de la Société belge de gérontologie et de gériatrie, on a dit on va essayer d'utiliser tous les mêmes outils, et ça c'est les outils qu'on a essayé d'implémenter, qui étaient connus en fait, parce que aller implémenter des outils que les gens ne connaissent pas, c'était difficile, et simplement pour convaincre les gens, on leur a montré que depuis qu'ils appliquaient ces outils, on augmentait le diagnostic. Donc par exemple, sans avoir implémenté les indicateurs non verbaux de la douleur, et les échelles visuelles analogiques dans les services de gériatrie, les gens disaient il y a 8% des gens qui souffrent dans notre salle. Quand on implémente et qu'on fait du screening, donc du dépistage, il y a 43% des gens qui souffrent. Donc les gens travaillent beaucoup, ils rentrent fatigués le soir, et il y a presque la moitié des gens dans leur salle qui souffrent. Donc c'est presque une maltraitance par omission. Et vous voyez que c'est vrai pour tout. Pour la dépression, on disait 3%, il y a 49%. La complexité sociale, 7%, 50%. Donc même en gériatrie, on passait à côté de cela. Donc vous voyez l'incidence de tous ces grands domaines, la prévalence importante de ces grands problèmes gériatriques. Il faut essayer d'avoir des échelles. Je ne veux pas être un fanatique des échelles, mais au moins ça augmente le professionnalisme. Chaque échelle peut être faite par un des membres. Probablement que les échelles cognitives, c'est plus le neuropsychologue, les échelles de dépression, c'est le psychologue. Et comme on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est comme ça. Et donc, on ne fait pas de la pluridisciplinarité, on fait de l'interdisciplinarité. Et quand on fait le tour pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, on a un langage commun. On demande comment est le MMS, comment est le GDS, etc. Et puis on fait un plan de soins et on essaye de pouvoir envoyer le patient à la maison sans qu'il revienne 15 jours après parce qu'on n'a pas fait une prévention de chute et qu'il vient avec une fracture. Donc ici, vous voyez, je vais peut-être passer ça, il voulait montrer que les échelles instrumentales étaient importantes, aussi meilleures que les COC, qui est un score oncologique, et donc c'est important d'avoir cette vision. Et ceci, ça va être un peu difficile, je vais peut-être passer, d'autant plus que Dominique Braun en a parlé la fois passée, c'est l'idée de classer les patients entre des patients qui sont tout à fait robustes, ça c'est facile à reconnaître, des patients qui sont tout à fait fragiles, mais trop fragiles au-delà de la fragilité, qui deviennent avec trop d'incapacité. Ceux-là, si on leur propose des chimiothérapies invasives, on va les tuer. Et le groupe intermédiaire, c'est ceux-là qu'il faut essayer de reconnaître, voir leur fragilité, voir la part de choses réversibles, si on peut les renourrir, si on peut faire une prévention des chutes, traiter l'ostéoporose, etc. Et donc, c'était ceux-là. Donc, ça, c'est les go-go, ça, c'est les go-slow, et ça, c'est les no-go. Bien que ce soit un concept qui n'est pas encore tout à fait validé, et quand on dit go slow, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a bien montré qu'il fallait essayer d'avoir une chimiothérapie optimale chez ces patients, mais les mettre en condition pour qu'ils puissent tolérer la chimiothérapie optimale, pas donner la moitié de la dose, parce que ça, probablement qu'on n'aide pas le patient. Mais ça, c'est plus les hématologues qui nous racontent que nous. Et je vais passer là-dessus. Voilà. Alors, les perspectives qu'on peut proposer, c'est de se dire que quand quelqu'un a une maladie de type cancer ou une maladie hématologique, on pourrait évaluer sa fragilité. Donc, il y a d'autres scores, plus de scores oncologiques, comme la G8 ou la VES. Et puis, si elle est positive, alors on demande à une équipe de gériatrie pluridisciplinaire de faire au moins une évaluation de tous ces domaines, les domaines fonctionnels, la complexité sociale, la dépression, la dénutrition, etc. Et puis, s'il n'y a pas de problème gériatrique, ça, c'est de l'oncologie de la personne âgée. Et s'il y a des problèmes gériatriques, on fait un Comprehensive Geriatric Assessment plus complet. Et puis, alors, il faut discuter avec l'oncologue et participer au tour pluridisciplinaire des oncologues, des hématologues, pour décider d'un plan de soins. Alors, au niveau des traitements, donc, les traitements, on sait qu'ils sont plus à risque. Simplement vous dire que finalement, les médecins sont très frileux dans cette étude-là parce que finalement, ils trouvaient qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité de faire une chimiothérapie. Ils estimaient une prévalence, une survie qui était très mauvaise. Vous voyez qu'il y a une discordance entre ce que le patient est prêt à accepter et ce que les médecins veulent faire. Et le danger, c'est ce qu'on appelle l'agisme. L'agisme, vous reconnaissez le néologisme, un peu comme le racisme, c'est de dire qu'on va catégoriser dans une société des groupes. Or, je vous ai montré que l'âge chronologique n'était pas le déterminant. C'est plus les systèmes d'homéostasie précaires, la comorbidité, la dépendance, l'isolement social, la dépression, les troubles cognitifs. Et donc, soyons attentifs à ne pas exclure une partie, ce qui a prévalu jusqu'à présent de la population, à un traitement qui peut les aider, mais en reconnaissant leur fragilité. Et donc, vous voyez ici, c'est aussi des gens qui sont exclus de traitement. Les questions qu'il faut se poser alors ensemble avec l'hématologue, l'oncologue, c'est
est-ce qu'il va mourir de ce cancer? Est-ce que le patient va souffrir de ce cancer? Et est-ce que le patient va tolérer le traitement? C'est un peu ça à ces questions-là qu'on essaye de répondre quand on fait une évaluation gériatrique globale et qu'on discute l'heure après autour pluridisciplinaire avec les oncologues, les hématologues. C'est ça qu'il faut décider. Je vais passer là-dessus, je m'excuse. En fait, je n'ai pas la bonne version, j'avais une autre version que j'avais un peu. Je vais passer là-dessus. Donc, je pense que pour conclure, je pense que les chimiothérapies sont possibles. Il ne faut pas décider que la limite, c'est l'âge. Ça reste possible. Il faut évidemment bien sélectionner son patient. Et ça, c'est difficile. Et je pense que les équipes pluridisciplinaires gériatriques peuvent aider les oncologues, les hématologues à le faire. Et donc, il faudra des attentions spécifiques sur le dosage des médicaments, faire une Comprehensive Geriatric Assessment, vérifier la compliance. Je m'aperçois qu'il y a plein de coquilles dans cette version-là de ma présentation, je m'en excuse. Et puis, ne pas oublier aussi des drogues supportives. On a aussi parlé des facteurs de croissance, etc., pour éviter les leucopénies. Dominique en a parlé la fois passée. C'est bien savoir évaluer une fonction rénale, bien hydrater les gens aussi, et faire attention aux interactions. Et je vais terminer parce que Dominique, dans son exposé, à plusieurs reprises, a parlé de la qualité de vie. Et on peut se poser la question de savoir ce que c'est que la qualité de vie. Quand on regarde dans PubMed, vous mettez Quality of Life, vous avez toute une série d'études qui sont des échelles de qualité de vie qui sont en rapport avec la maladie ou le traitement. C'est des Health Quality of Life Scales. Et il faut rendre hommage aux oncologues, aux hématologues, qui sont les premiers à dire c'est pas tout d'aller faire une chimiothérapie quand même lourde, mais il faut savoir si ça respecte leur qualité de vie, leur travail quand ils travaillent encore, et des choses comme ça. Mais en gériatrie, on s'occupe de gens qui parfois ont dépassé leur espérance de vie. D'ailleurs, les oncologues, les hématologues, ils réfléchissent en termes de survie. J'ai bien entendu que c'est aussi en termes de survie et de qualité de vie, et de qualis, comme on dit maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir ce que c'est qu'une qualité de vie individuelle. Et j'avais la chance d'avoir été à un congrès à Dublin, et il y a un monsieur qui s'appelle Joyce, donc ce n'est pas de la famille de celui qui a écrit Ulysse, mais qui disait, moi, dans mon hôpital, les personnes âgées sont très attentives, être en forme pour aller à la messe le dimanche matin. Et alors, il y avait un autre gériatre qui s'appelle Campbell, qui habite en fait dans la banlieue de Londres et qui travaille dans un hôpital public, laïque, et qui dit, tiens, ça c'est curieux, on ne m'a jamais demandé ça dans mon hôpital. Et ils ont dit, mais au fond, la qualité de vie individuelle, il y a beaucoup de domaines. Vous pouvez réfléchir maintenant à vos domaines. Il y a un domaine d'éducation, j'espère que ce n'est pas trop mauvais pour vous aujourd'hui. Il y a un domaine spirituel, il y a un domaine sexuel, il y a un domaine gastronomique, il y a un domaine médical, évidemment, aussi. Et enfin, réfléchissez à tous ces domaines. Alors, ils ont dit, on va demander à ces personnes âgées de scorer ces domaines entre 0 et 100, donc des échelles visuelles analogiques, pour voir un petit peu comment elles se comportaient. Et puis, finalement, ils ont mis tout ensemble et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire de tous ces calculs, puisque finalement, on n'a pas d'étalon de la qualité de vie. Il n'y a pas de gold standard. Alors, ils ont dit comment on va s'en sortir. C'est l'échelle Sequol. Ils ont fait, en fait, ils ont pondéré cette échelle. Donc, ils ont fait la Direct White Sequol. Ils ont demandé aux personnes âgées, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est votre qualité de vie médicale, ou bien votre qualité de vie sociale, relationnelle, affective, gastronomique, spirituelle, religieuse? Enfin, pensez à tous les domaines de qualité de vie qu'on pourrait avoir. Alors là, pas de chance pour moi, qui rentre quand même fatigué le soir. Ce qu'ils ont mis en queue de peloton, c'est leur qualité de vie médicale. Et ce qu'ils ont mis en premier, c'est leur qualité de vie affective et relationnelle. Il faut raconter ça aux gens qui s'occupent et qui soignent des patients âgés. C'est ça, en gros, que leur qualité de vie, c'est là qu'ils la présentent. Et c'est une leçon que j'ai eue parce que quand je travaillais à l'hôpital Bruckmann, quand j'étais plus jeune, avec l'assistant social Olivier Plusquin, on avait décidé de faire une échelle visuelle analogique en demandant aux patients quelle est votre qualité de vie, en scorant de 0 à 100, à l'admission et à la sortie. Le préalable qu'il faut faire, c'est dire 0, c'est la partie la plus sombre de votre vie, et 10, c'est la partie la plus heureuse de votre vie, parce que sinon, ils regardent leurs voisins, s'ils sont mieux, ben, ils disent, moi ça va encore, mais ça c'est une qualité moyenne de vie dans votre service, mais ce n'est pas individuel. Et donc je racontais ça, et je dis 0, c'est la partie la plus sombre de votre vie, 10, c'est la plus heureuse. Je disais parfois, pensez à votre mariage. Après, j'ai plus fait ça parce qu'il y a une vieille dame qui m'a dit lequel. J'étais marié 3 fois, donc c'était un peu difficile. Et il y avait une dame qui avait 17 ans de Parkinson et qui était grabataire et incontinente dans un lit.
Et c'était le jour de la sortie, donc je faisais les papiers de sortie, et comme elle était dans l'étude, j'ai été lui demander quelle est sa qualité de vie, très gênée, parce que pour moi, elle avait 0 sur 10. Elle me répond 10. Alors, je dis, oh, ça, je ne comprends pas, elle n'a pas compris, cette dame, je lui répète, mais elle dit, mais non, 10, parce qu'en fait, je suis très contente, j'étais persuadée que j'allais être placée, mais maintenant je rentre chez mon mari, c'est très bien. Eh bien, pour moi, ça a été une leçon, parce que d'abord, c'est une suprématie de l'esprit sur le corps, que ces sphincters ne fonctionnent plus, ce n'était plus un problème du moment qu'elle puisse encore avoir cette qualité de vie-là au niveau relationnel. Et c'est aussi une leçon par rapport aux directives anticipées, dont on sait bien qu'il faut les répéter, mais 17 ans avant, on lui aurait dit, vous savez, un jour vous serez grabataire dans un lit incontinent. Elle n'aura probablement pas dit que c'était le plus beau jour de sa vie ce jour-là. Et donc, je pense que c'est important. J'ai un ami qui est psychiatre, qui s'appelle Philippe Curten, et qui travaille à Bruckmann et qui a développé une clinique du stress. C'est aussi un poète qui édite des recueils de poésie. Et pendant 20 ans, il a travaillé avec des Canadiens sur le concept de qualité de vie. Mais c'est très difficile. Et puis finalement, il a dit, mais un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé la définition de la qualité de vie. Et en fait, la phrase, comme c'est un poète, il a dit, ben voilà, la vie est de qualité quand la vie fait sens. Je trouve ça assez joli. Et en français, le mot sens a 3 sens. Et donc, quand vous êtes devant quelqu'un de fragile, qui a un myélome ou un cancer, et que vous posez la question de savoir jusqu'où je vais aller, posez-vous la question de ce que ça représente, ce que vous allez lui proposer en termes de parcours de vie, donc sens direction ici. C'est intéressant. D'ailleurs, les assistants qui travaillent avec moi, j'exige qu'ils connaissent le métier de ces patients. Parce que souvent, ils sont l'embolie pulmonaire du lit 3 et ils ne connaissent pas le métier. Et quand vous avez demandé à ces patients leur métier, vous voyez un sourire jusque-là. Pour une fois, ils sont reconnus comme un adulte à part entière qui a créé la société dans laquelle on vit maintenant. Et donc, c'est aussi une manière de les considérer comme des adultes. Mais je pense que c'est important. Il y a des gens dans leur parcours de vie qui ont considéré qu'ils n'ont plus besoin de chimiothérapie ou bien qu'ils veulent encore avoir une chimiothérapie parce qu'il y a le petit enfant qui va naître et qu'ils veulent encore le voir, des choses comme ça. C'est important. Voyez aussi dans un monde multiculturel qu'on a de plus en plus dans les hôpitaux, à la fois au niveau des soignants et au niveau des patients, quelles sont les valeurs spirituelles du patient, parce qu'il faut aussi respecter cela. C'est le sens en termes de sens spirituel dans une société cosmopolite. D'ailleurs, il y a un domaine de la gériatrie qu'on appelle l'ethnogériatrie, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes en fonction des cultures. Et puis aussi penser au sens en termes de sensorialité, de sensualité. C'est clair qu'il y aura des mauvais moments à passer après une chimio, avec des mucides, des problèmes comme ça, et si quelqu'un... Il faut l'avertir. Et donc, je pense que quand on prend des décisions au niveau de l'intensité à la fois des soins, de l'intensité diagnostique, mais aussi l'intensité des soins, il faut toujours faire ce pari du sens et rechercher en fait ce que le patient souhaite vraiment, parce que c'est comme ça qu'on s'approchera de sa qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention.